Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube, on poste tous les 14 heures. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. On a une chaîne Facebook DMG TV et TikTok DMG TV. D'ailleurs, les directs c'est sur TikTok les mercredis et vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc je t'invite à t'abonner sur toutes nos plateformes pour ne pas manquer les vidéos qu'on poste avec des histoires mystiques. Voilà, donc on va écouter aujourd'hui des histoires mystiques. S'il vous plaît, laissez un like. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser. Et donc, première histoire. Coucou la famille, la grande famille DMG. Bonjour, bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez écouter ce vocal. Alors, je viens avec une histoire qui se produit dans ma famille, je peux dire, des proches parents. Alors, c'est l'histoire de deux sœurs. On va appeler une Koulaye, on va appeler l'autre Blanche. Voilà, Blanche, elle est née. Blanche, dont elle a épousé, vous savez, il y avait les mariages se faisaient de forme arrangée, genre mon fils ou bien ma fille doit épouser ton, et ainsi de suite, je ne sais pas trop, mais c'était comme ça. Blanche, dont elle épousait un homme d'un autre village, mais de la même tribu, vous voyez, qui au final, elle n'était pas heureuse dans son mariage, pour être honnête avec vous, parce que il la battait. Vous imaginez une femme brune, claire de peau, je crois jolie, il la battait. Je ne sais pas d'où venait sa frustration, mais il la battait beaucoup et il ne réactionnait pas normalement. Ce qui fait que la grande sœur, donc leur aînée, l'aînée de Blanche et de Koulaye, ayant un terrain, décide de donner à Blanche une parcelle. Donc, elle a donné une toute petite partie. Elle dit que bon, il dit qu'il ne te donne pas l'argent du loyer parce que la location coûte cher. Voilà, ça construisait quelque chose là-bas. Vous restez avec votre famille. Ce que le mari de Blanche a d'ailleurs fait. Mais jusque-là, la vie était difficile. Elle vivait comme si, bon, c'était c'était quand même difficile. Maintenant, Koulaye, donc, vivant encore chez leur aîné, Koulaye rencontre un homme au passé fulgurant, on ne sait pas comment on avait dit, Johnny Bravo. Je ne sais pas si vous connaissez Johnny Bravo, le dessin animé, Johnny Bravo, là. Le monsieur, il avait quand même une belle réputation hein, vis-à-vis des femmes, mine de rien. Mais Koulaye était tout de même heureuse dans son foyer, donc ce qui fait que Koulaye est allée vivre avec son monsieur, avec son mari déjà, je peux dire son mari. La vie se passait bien, elle était à l'aise financièrement, ça allait. Bon, elle alors, soucieuse de sa sœur Blanche, elle dit à son type que ouais, voilà, on va changer, parce qu'il avait pour habitude, peut-être chaque après 5 ans, il change le canapé, chaque après peut-être 5 ans, il change le frigo. Donc, là, il a dit que, ouais, ma soeur, elle n'a pas peut-être de canapé chez elle. Est-ce qu'on peut lui donner? Oh non, il n'y a pas de problème, c'est ta soeur, on donne. Est-ce que, voilà, enfin, tout ce que elle changeait chez elle, elle mettait la pression à son mari de changer souvent certaines choses juste pour qu'elle donne à sa soeur. Son mari disait que non, c'est pour ta soeur, il n'y a pas de problème, il donnait. Ce qui fait que, bon, pour lui, c'est la famille. Ma belle-soeur, c'est ma belle-soeur. Lui, de temps en temps, lui, ayant donc son grand frère qui vivait non loin de Blanche, quand il part chez son grand frère, il s'arrête chez Blanche, il dit bonjour, ainsi de suite. Moi, alors, je ne sais pas ce qui est passé dans la tête de son mari, ou c'est la frustration, ou je ne sais pas, ou il était peut-être mauvais de nature, je ne sais pas, pour être honnête avec vous. Jusque 20 jours, il arrive, le mari de Koulaye arrive chez Blanche, trouve le mari de Blanche. Ah, c'est toi que j'attendais. Ah bon, oui, c'est moi que tu attendais. Il dit que oui. Voilà, tous les jours, tu nous donnes. Le frigo même que tu nous as donné la dernière fois, là, je t'ai gardé une bière. Voilà, une bière, tu prends, tu bois. Ah, c'est curieux. Mais tu es gentil, mais merci d'avoir pensé à moi. Il prend la bière, il l'ouvre. La bière était une bière, machin, on peut dire quoi, normale, à vue d'œil. Et pourtant, c'était une bière que le bon monsieur allait travailler. Je ne sais pas comment ça s'est passé là-bas. Mais le gars est parti travailler la bière. On ne sait pas comment il a fait, mais il allait travailler la bière. Il a une bière travaillée, où elle était moustique, je ne sais pas, mais la bière a été travaillée. Voilà que le mari de Koulaye boit. Pendant ce temps, Blanche fait
la cuisine là-bas. Il ne sait même pas ce qui a piqué dans sa tête là. Qu'est-ce que je lui dis que donne aussi. Il dit que ma belle, moi ton mari m'a donné quelque chose. Tu viens pas couper une là. Elle aussi, elle vient et coupe la bière. Boire. Chez nous, on coupe, c'est-à-dire que tu prends une gorgée, tu bois, elle a bu, cloup, 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 c'est descendu, c'est-à-dire elle était fraîche. Il dit, à un moment, elle est glacée. Il dit, ah, merci. Le monsieur là, il les regarde. Sachant bien, c'est-à-dire l'homme, sachant bien qu'il a travaillé la bière là, il a laissé sa femme boire cette bière là. Il a bu. Voilà que le mari de Koulaye qui tombe malade. C'est-à-dire, on ne regardait même pas le côté là. Tout sauf le côté là. Oh, je me sens pas bien, je me sens pas bien, je me sens pas bien. Pour finir, on dit que non, c'était le poison, il est parti. Quand il part comme ça, peut-être il a commencé la maladie 1 mois avant. Blanche comment la maladie peut-être après ça. Donc, il fait que quand on faisait le deuil du mari de Koulaye, Blanche était très malade. Très malade. Quand Blanche, donc, après l'enterrement du mari de Koulaye, Blanche aussi décède. Quand il décède comme ça, quand Blanche décède, le papa de Blanche dit que mais attendez un peu, mon enfant, qu'est-ce qui s'est passé? Et il aimait son enfant là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché avec mon enfant? Il allait chez l'Ongangang pour voir. Il dit que je veux savoir d'où vient le problème de mon enfant. Est-ce parce que elle avait des concurrents, parce qu'elle était, à l'époque, elle était commerçante. Pas qu'elle était, elle était commerçante. Est-ce parce qu'elle vendait, elle avait de la clientèle? On dit non, ça ne vient même pas du côté commerce là, des concurrents. Ça vient de quelqu'un dans la famille. Il a que ça va, si c'est la famille, ça va. Il dit qu'il ne veut pas savoir si c'est dans sa famille ou ce n'est pas sa famille. Lui, il va gâter. Dans ça, le jour de l'enterrement, le père de Blanche demande, il dit, je suis allé regarder. La nouvelle m'a été donnée que la mort de mon enfant vient de l'une de mes familles. Donc, soit la famille de son mari, soit ma famille. Il avait son junjou, je ne sais pas son junjou, c'est quoi, non? Il a dit que je vais gâter. Je ne veux pas gâter parce qu'il faut avoir la raison. Je ne veux pas gâter pour que nul n'en ignore. Je gâte, donc, il ne faut pas que quelqu'un aille se laver. Il voulait que ça gâte, ça gâte, ça gâte. C'est ça comme on dit chez nous. Ça gâte, ça gâte. Il demande à sa famille, à lui, que est-ce que vous avez tué votre fille? Sa famille a levé les mains. Moi, je ne connais rien, je ne connais rien, je ne connais rien. On demande à la famille de son mari, est-ce que vous connaissez les choses à moi de mon enfant? Ah non, je ne connais rien, je ne connais rien, je ne connais rien. Il prend le mari de sa fille. Mon fils, je gâte. Il dit que gâte. Il a demandé 3 fois. C'est le papa lui-même qui m'a raconté. Je ne connaissais pas l'histoire. C'est lui qui me raconte, le papa qui a gâté. Il me dit, je gâte. Il a dit gâte. Il dit, je demande 3 fois. Je gâte, gâte. En fait, je ne sais pas si le monsieur là était conscient. Parce qu'il se disait qu'en donnant la bière à l'autre, comme la bière lui avait été destinée, forcément, ce n'est pas lui qui a mis sur le décès de sa femme. Il a dit gâte. On a fait le travail. On a enterré. Est-ce que ça a duré? Il a commencé à faire la maladie. Il a accusé tout le monde. C'est-à-dire quand quelqu'un est méchant, il est méchant. Il a accusé tout le monde sauf lui. Au finish. Il allait même, non, avant le finish. Bon, la personne, le papa de Blanche me raconte pourquoi. Parce que il allait faire le retour à l'envoyeur. Il dit qu'il n'est pas responsable de la mort de sa femme. Elle allait prendre ces choses elle-même. C'est-à-dire que comme elle avait goûté. Le père de Blanche dit qu'un jour, donc, il dort, il rêve. Il voit qu'il est devant des anciens, des esprits du village. Il dit que les gens qu'il a connus, les anciens, il allait se plaindre auprès des esprits morts, des anciens morts, je ne sais pas trop. Il était comme un jugement. Pendant ce temps, sa fille Koulaye, puisqu'elle est plus ou moins concernée, elle aussi rêve le même jour qu'il y a un jugement sur leurs parents, sur son père. Elle appelle son père, papa, et voilà ce que j'ai vu dans la nuit. Il dit que maman, tu n'as pas mal vu. Moi, je me suis réveillée le matin, j'ai dit que mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, dans ce jugement-là, son papa est sorti indemne parce qu'il a demandé, c'est lui, il a dit son oui. On dit souvent que ne dites pas oui n'importe comment. Il a donné son oui. C'est dans son oui-là qu'au finish, lui-même, après, quelques temps après, il est décédé. Je ne sais pas où c'est la colère, ou c'est le mauvais cœur, ou c'est la jalousie. Mais parfois, même quand des gens veulent, tu entends, on a mis le poison dans l'autre, on a mis. Pensez un peu à ceux qui restent.
Ça a décimé toute une famille, je peux dire 2 familles. Non seulement lui-même, il est parti, sa femme est partie, il a laissé des orphelins. Koulaye elle-même, elle est restée veuve avec des enfants. C'est pas bien. Quand même, vous voulez poser les actes. Parce que je sais que ce n'est pas pour juger les gens, mais beaucoup ici ont été victimes de poison. Beaucoup on dit quoi? Enfin, ils ont pu échapper à la mort. Pensez un peu à ceux qui vont pleurer, ces gens-là. Pensez aux autres. Ne pensez pas qu'à vous. Moi, j'appelle ça l'égocentrisme. Vous pensez qu'à vous. Pourquoi il me donne? Pourquoi tous les jours il me donne? Pourquoi il me donne le frigo? Pourquoi autant que c'est même pas à cause de ton nom qu'on donne ça. On donne ça à cause du nom de Blanche. Tout ça, c'est la jalousie. Un homme comme moi, comment il peut venir me donner ceci? Tant moi, je travaille, tu travailles, mais tu as fait quoi? Des amitiés, même dans la famille, c'est ça. Pourquoi il a ceci? Pourquoi moi, je ne peux pas faire cela? C'est dans la bière. Il allait travailler une bière. Pourquoi il me donne? On travaille dans la même société. Pourquoi lui vient me donner? Mais qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Pourquoi mon ami a réussi? Pourquoi pas moi? Qu'est-ce que tu le fais qui ne marche pas et que tu peux corriger? Que d'accuser ton ami. Il y a un frère ici qui a parlé de son ami qui a monté un coup contre lui. Tout ça, c'est la même chose. Pardon, essayez un peu de penser à les conséquences, les répercussions, même sur votre propre vie. Vous dormez comment? Comment est-ce que vous faites pour dormir après avoir posé des actes? Comment? Voilà toute une famille. Je peux dire toute une famille. L'histoire est restée comme ça dans la famille, qu'à cause de la jalousie, il a fait comme ça. L'histoire est restée comme ça. C'était ma petite histoire, tout en espérant qu'elle sera publiée. Bye bye, merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonjour, bonsoir à toute la grande famille DMJ. Ici l'enfant mystique. Aujourd'hui, je viens vous raconter une nouvelle histoire qui n'est pas mon histoire, mais une histoire qui m'a été racontée. J'ai décidé donc de vous la partager. Sans plus tarder, je vais vous partager cette histoire. Voilà, mais avant de commencer, j'invite tout le monde à liker, à partager et à commenter. C'est très important car cela pourrait sauver d'innombrables vies. Voilà. Ici, l'histoire, comme il m'a été raconté, je vais m'imprégner de cette histoire et voilà, pour que cela puisse passer aussi simple que possible. Voilà, c'est comme cela que je travaillais dans une usine de production de produits. Voilà. Donc déjà, là, on était tout un nombre de personnes. On travaillait et on était journalier, on était payé de manière journalière. On vient le matin et on descend la soirée et on nous payait. C'était comme ça le travail. Et voilà, c'est comme cela qu'au fil du temps, on a eu comme superviseur une femme noire. Et cette femme, parce qu'avant, c'était une femme blanche qui nous supervisait avec un homme. Voilà, et ils vérifiaient le travail, si tout était bien fait et tout. Voilà, c'était un peu comme ça. Mais après que eux, ils sont allés dans leur pays, voilà, c'est comme cela que on a reçu on a eu une femme noire qui est venue les remplacer. Voilà, la société en question embauche une femme noire, c'est elle maintenant qui supervisait le travail. Vu que c'était une société européenne, mais ça se trouvait dans la zone industrielle. Voilà. Donc déjà, on travaillait et au fil du temps, la femme noire, elle a commencé à un peu utiliser de trop ses compétences. Elle ne laissait personne faire autre chose que le travail. Genre, elle était devenue tellement catégorique que cela agaçait tout le monde. Elle était impitoyable, c'est-à-dire elle était sans pitié. Elle n'avait pitié de personne. Quand tu te lèves pour aller faire quelque chose, elle est derrière toi en même temps. C'était comme si ce n'était même pas une femme noire qui était comme nous. Elle était très très dure avec nous. Nous, on ne comprenait pas cela. Il y a plein qui ont commencé à lui faire des reproches, les personnes qui sont plus âgées qu'elle. Mais cette femme-là ne voulait rien comprendre. Elle exerçait son travail de manière cruelle. Parce que le travail consistait à s'asseoir seulement et à trier certaines choses, certains produits. C'était tout le travail qui était là, du matin jusqu'au soir. Et déjà,
tout est sénu, comme le dit la Bible. Donc, à certains moments, on se retrouve à avoir des douleurs par-ci. Et lorsqu'on se levait, c'était tout un calvaire. Elle est venue en même temps. Assieds-toi, travaille, travaille. Et quand tu essaies d'expliquer pourquoi tu t'es levé, elle ne veut rien savoir écrit. Donc déjà, il y a des personnes qui ont commencé à la voir de mauvais œil et ils ont dit qu'ils vont se venger d'elle. Voilà, les rumeurs circulaient entre les travailleurs. Et déjà, elle-même, ça tombait pas dans ses oreilles, mais la majorité était déjà d'accord pour lui faire du mal parce que déjà, ça n'arrangeait plus personne. Même lorsque tu t'absentais parce qu'on était pointé de manière journalière, tu viens, voilà, on te donne ton argent. Elle, c'était le genre de personne, même quand tu as des malaises de manière naturelle et que tu veux aller te reposer, pour une personne, elle peut simplement dire que bon, la personne était là, ils vont pointer la personne et puis la personne va récupérer son argent à la fin de la journée avant de partir. Elle, déjà, même lorsque tu venais, tu te plaignais de douleur, elle-même, elle disait en même temps que non, tu n'as pas mal, tu es paresseux, c'est à cause de ta paresse que tu veux t'en aller. Tout le travail se mettait en colère et elle disait que si vous ne travaillez pas, je vais aller me plaindre à l'administration, ils vont tous vous licencier. Donc c'était comme cela qu'elle tenait les personnes qui travaillaient dans le lieu. Nous tous, nous étions là et on était terrorisés, on ne savait vraiment plus quoi faire. Déjà, dans tout cela, dans tout ce tracas, il y avait déjà un groupe de personnes qui se sont déjà mis d'accord pour lui faire du mal. Donc, ils ont délégué une personne. Une personne s'est portée volontaire pour aller faire le sale boulot. Donc, elle allait voir un ganga ou un bokoto ou un marabout. Et c'est la personne maintenant qui a expliqué le truc et ils ont fait le médicament, ils sont venus déposer ça dans son bureau. Et malheureusement ou heureusement, la femme est tombée dans le piège. C'est comme cela que déjà à un moment, elle a commencé à voir son pied s'enfler de manière bizarre. Son pied s'enflait. Avec la douleur, elle ne venait plus au travail. Elle ne venait plus au travail. Et tous les travailleurs, la majorité des travailleurs étaient complices de cet acte malveillant à son égard. Et déjà, comme elle ne venait plus trop au travail, son contrat a été annulé. Vous savez, les Blancs, eux, ils sont pas trop dans les choses comme ça. Ils lui ont donné du temps, mais déjà, ça faisait des jours, des semaines, des mois. Ça durait donc. Déjà, ils l'ont licencié, elle, à son tour. Elle a pleuré tous les larmes de son corps. Après avoir fait la consultation, ils lui ont dit que ce sont les travailleurs, que ce sont les personnes avec qui elle travaille qui lui ont fait. Que ce sont un groupe de personnes qui se sont associées pour lui faire cela. Et déjà, ça n'a pas duré, elle a été paralysée. Voilà, actuellement elle est paralysée, elle ne bouge même plus. On lui fait tout. On lui fait tout. Voilà, donc mon histoire est finie. Et ici, ce que j'aimerais donner comme conseil, c'est que tous ceux à qui vous faites du mal ne vont pas simplement rester là comme cela, vous observez leur fait du mal. Il y a plein qui savent rendre l'appareil. Et si les gens qui font du mal tombent sur ce genre de personnes, qu'ils sachent qu'ils vont terminer très mal. Parce que moi, honnêtement, ça ne m'a pas fait mal l'état de cette femme parce que je voyais un peu comment est-ce elle agissait envers les autres. Et déjà même, sa situation a réjoui énormément de personnes. Tous les travailleuses, les ouvriers de cette usine étaient très contents de savoir que cette femme était paralysée. Ça m'a fait bizarre, mais en gros, moi je savais que c'était déjà une épine de moins sous le pied. Voilà, mon histoire est terminée et à la prochaine. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Commentez, likez, partagez. Coucou DMG, coucou la famille. Partagez, likez, commentez. Aman Bassa, Mehigabeo. Voilà. Ici, je viens avec une petite histoire. Pas même petite, mais le mystique, c'est pas seulement ce que les méchants font. C'est aussi l'œuvre du Seigneur. Je viens raconter l'histoire de ma meilleure amie.
Elle, elle vivait là-bas au Cameroun, dans le Grand Nord. Elle vivait là-bas dans les villages reculés là. Heureusement pour elle, son parent était enseignant, donc elle savait lire, écrire et compter. Ce qui fait qu'il fut une fois, il y a des gens qui sont venus de la ville, qui sont arrivés dans leur village. Ils sont allés à l'église ce dimanche-là. Elle lisait à l'église. Elle a tapé à l'œil d'une femme. Parce que tellement elle lisait bien, respectait la ponctuation et tout, et tout, et tout. Elle s'est demandé, mais la petite qui lit là-bas, c'est qui? De quoi elle est jolie, elle est toute belle là. Moi, je dis non, c'est l'enfant de tel. Apparemment, je ne sais pas dans quelles circonstances elle est venue là-bas, mais elle connaissait les gens du village là. Je ne sais pas si elle était là-bas ou elle est de ce village ou de son mari. Ça, j'ai oublié de demander. On dit c'est l'enfant de tel. Elle dit ok, d'accord. Mais avant de partir, il faut que je rencontre ses parents. Elle arrive là-bas. Un soir, elle entend cogner à leur porte. Le même dimanche, le soir là. Et puis c'est qui? Oh, nous sommes des tels. La délégation qui est venue, vous savez, quand les étrangers dans des petits villages, là, on connaît. Ah oui, vous êtes les bienvenus, mais comment vous avez dit que non, nous sommes venus donner des petites... Voilà, ils sont venus donner des petits des présents dans le village. Les villages reculés ont souvent des difficultés avec certains matériaux et des fournitures et tout ce qui va avec. Nous, on sont venus déposer comme ça. D'accord, vous êtes venus chez nous, les cahiers. On a vu la dernière fois que votre fille lisait à l'église. Mais tu t'appelles comment? Elle donne son nom. Tu as quel âge? Non, j'ai 15 ans. Ah bon, vous savez. Mais la fille, si, elle pourra faire un bon mari pour mon frère. Elle regarde ses parents. Elle dit, ah bon? Elle dit que oui, je suis sérieuse, hein, c'est pas pour blaguer, c'est pourquoi je suis venue ici chez vous. Est-ce que vous êtes d'accord pour que votre fille rencontre mon frère? La maman dit que moi, j'ai pas de problème. Votre frère, ouais, dit que non, mon frère, comme ça, à Yaoundé et tout, il est dans une école là, machin, au cadre là. Elle dit, ah bon, d'accord. Quand les gens parlent, elle dit, maman, moi, je ne veux pas, hein. Vos histoires que vous commencez là, je ne suis pas là. Vraiment, moi, la mère dit que ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Les vacances sont venues, je vais un peu aller plus loin, un peu plus vite. C'est un peu quelques minutes. Les vacances venues, donc on invite à Yaoundé, que tu vois comme ça, voilà, ton type, ils se sont rencontrés, ils ont causé, ils se sont vus là à la cuisine. C'est comment, tiens, c'est toi, d'accord. Chacun allait dans sa chambre, ils ne dormaient pas dans les mêmes châteaux, chambres séparées. On a acheté le téléphone à la fille, donc de temps en temps, il appelait, comment tu vas? Ben, la fille n'était pas du tout intéressée, pas du tout. Elle est rentrée là-bas au nord. Juste au jour 20, le jour où elle a eu son probatoire, son baccalauréat à 16 ans. 16 ans, donc il faut qu'elle aille à l'université. L'université, ses parents essaient un peu de faire. La famille dit que non, on ne peut pas être là. Vous payez encore des choses. Non, on s'en occupe, on fait tout. Ils ont tout fait, payer sa chambre. Elle ne partait pas où Yoga était. On a tellement respecté la fille. Ah, tu vois comme ça là. Elle dit que Seigneur, ma mère même peut m'envoyer où? Entre temps, vous savez, quand le diable veut te faire un genre, il y a les petits gars qui sont en train d'embrouiller la Moninga. Elle va faire comment? Je fais comment? Après, donc, elle n'a pas première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, université. On dit que bon, nous sommes dans un peu loin, il faut que nous essayons un peu de voir comment on peut vivre ensemble et tout. Donc, quand le gars commençait à être sérieux là, ça l'énervait même, dis donc. Elle me dit que donc, quand ça devenait encore un peu trop sérieux là, ça m'énervait. Il s'était jamais touché. Hein. Jusqu'au jour où, quand le gars insistait sur l'affaire, elle s'est fâchée comme ça là. Enfin, elle ne leur montrait pas, elle s'est fâchée. Après, elle fait un accident de moto sur la route. En Guaykélé là-bas. Elle fait un accident de moto. Elle fait l'accident de moto. Petit accident, rien du tout. Elle ne parvient plus à se lever. Elle est paralysée. Les pieds sont paralysés. Elle n'arrive plus à marcher. Là, voilà maintenant sur chaise roulante. C'est toujours le même gars qui est là qui paye tout. Elle ne gérait même pas. Dans ça, elle ne peut même plus se nourrir. Donc, c'est comme si son corps, mourait à petit feu. Elle appelle les gars dont elle avait, on dit quoi, dont elle donnait sa considération. Personne ne prend le téléphone. Qui? Moi, je ne marche pas avec quelqu'un qui a les béquilles. Moi, je ne marche pas avec quelqu'un qui a les béquilles. Je ne marche pas avec quelqu'un sur chaise roulante. Donc, tu penses que c'est moi qui vais rester là pour t'occuper de toi. Pendant ce temps, celui qui refusait là, venait s'en occuper. Ça, c'est que vient sa mère. Sa mère dit que me voici qui sont en train de rentrer là-bas au nord. C'est là-bas que Yaoundé, c'est quand même un peu loin. Mais je veux seulement que tu saches que
Lui là, c'est ton mari, tu restes l'épouser, machin, machin. Et dis-moi que la femme suit même fois comme ça. Là que sa maman décède, comme la maman est partie, là, sa maman décède, la famille encore s'en occupe. Voilà, ils font tout. Elle appelle encore les gens, les grosses têtes qui étaient encore dans son téléphone, là, parce qu'à l'université, tu sais, les gars draguaient. Elle appelle personne, ne prend le téléphone. Elle dit, mais tout ça, je reste comme ça. Elle dit, mais ça, c'est quelle histoire? C'est commencé à prendre conscience petit à petit. Après, le gars lui dit un jour qu'il faut qu'on sorte, on part au restaurant, sous la chaise roulante. Il la pousse partout, partout, il marche partout, il part à doigt là, elle est humaine, elle a ses béquilles et tout, le gars avec elle. Ça tape comme ça sur sa tête, il dit que comme ça que ce que je refuse là, c'est ça que Dieu veut me donner. Quand elle a accepté le gars dans son cœur, elle commence à, c'est pas à sentir ses bras, sentir son corps, ça c'est qu'elle se lève. Quand elle se lève là, c'était le mariage. Jusqu'à aujourd'hui, elle est mariée. C'est seulement pour dire, je veux raconter cette histoire parce que je ne sais pas qui passe des situations bizarres actuellement. Parce qu'il y a beaucoup de nos sœurs qui prient au Seigneur, je veux le mariage. Mais quand le mariage là même vient, tu ah, celui-ci même, ah, est-ce qu'il peut, non. Dieu a forcé cette fille, parce que moi je dis c'est ça. Dieu a forcé cette fille à suivre son destin. Parce qu'il le fallait, parce qu'aujourd'hui, elle tient toute sa famille. Et le papa et la maman sont partis. Elle tient toute sa famille. Quand je dis toute sa famille, toute ta famille, même les cousins, les tantes. Quand Dieu a gracé ton destin, parfois il y a des choses qui viennent. Ah, dis donc, celui-là me sert à quoi? Ah, dis donc, mais rendez-vous dans 10 ans. Après, tu vas dire que voilà, celui qui me sert à quoi là, qui est devenu quelqu'un. La patience et l'observation, observer beaucoup. Je ne sais pas, mais j'ai voulu raconter cela. Merci, bye bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonjour DMG, bonjour à la communauté DMG. Je vais me surnommer la Gabonaise de Strasbourg. Je viens pour la 2e fois apporter ma pierre à l'édifice qui est DMG, les histoires mystiques. Commentez, likez, partagez pour faire avancer la page. Je vais vous emmener en 1987, j'avais 7 ans, j'habitais avec mon père, ma cousine et mon cousin. Donc, entre enfants, on s'amusait toujours à s'effrayer. C'est-à-dire, on portait un drap et on attendait que l'autre, qu'on surprenne l'autre et que, voilà, quand il prend peur, ça nous faisait rire. Et une fois, mon père m'a surprise. J'avais mis un drap. J'étais au couloir, j'attendais ma cousine qui devait sortir de la douche. Donc, en me voyant, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais avec le drap sur la tête? Je dis, mais je vais juste effrayer ma cousine, en fait, c'est un jeu. Je l'ai expliqué. Il me dit, mais c'est pas bien d'effrayer les autres. Il a attendu que ma cousine sorte de la douche. Il nous a appelés tous et nous a raconté son histoire qu'il a vécue lui-même quand il était au lycée. C'était en dernière année de lycée. Il habitait au quartier après le cimetière. Il avait 2 autres amis. On va les surnommer Landry et Ifuta. Mon père, je vais le surnommer Georges. Donc, Georges et ses 2 amis, Landry et Ifuta, habitaient au quartier à côté du cimetière. C'est à Libreville. Les Librevillois vont se retrouver. Et des fois, ils allaient en boîte de nuit les samedis pour voilà, se décrasser un peu, faire un peu comme tous les jeunes. Bon, pas tous, mais voilà. Donc, souvent, lorsqu'ils allaient, ils allaient en taxi. Et pour le retour, c'était compliqué pour eux parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent de taxi. Donc, ce qui faisait qu'ils marchaient 1h30 de route pour arriver jusqu'à chez eux. Ils se sont concertés, ils disent non, franchement, marcher, ça fatigue, c'est vrai. Après la boîte, c'est compliqué, quoi. Il faut qu'on trouve une solution, il faut qu'on espace des jours parce que
En fait, l'argent qu'ils utilisaient pour aller en boîte, c'était l'argent de leur goûter et l'argent de leur taxi. Donc, ils allaient à pied au lycée pour voilà, économiser de l'argent pour avoir un peu plus pour la boîte de nuit du samedi. Donc, Georges donna une idée. Bon, au lieu que l'on part chaque samedi, on laisse quand même un écart d'un samedi pour avoir un peu plus. Landry et Fouta étaient des grands fêtards, ils ne voulaient pas ça, quoi. Ils avaient leurs copines pas loin de la boîte, donc ils voulaient se retrouver avec leurs copines. Ils pouvaient pas, parce que leurs copines n'étaient pas au lycée, donc ils pouvaient pas avoir leurs copines. Alors que Georges, lui, il avait sa copine dans son lycée, donc il n'avait pas de problème. Donc, Ifuta trouva une idée. Il dit, bon, on va faire quelque chose pour prendre le taxi et tout. Je vais vous donner une poudre, puisqu'il avait sa sœur qui avait un bébé voilà, toutes les mères utilisent souvent les poudres pour bébé là. Donc, voilà, on va utiliser la poudre. Et quand on serait proche de, de, de nos domiciles, on arrête le taxi et on les fraye. Ils ont fait un plan comme ça. Et voilà, le samedi arrive et ils ont bien fêté après la boîte. Les 3 jeunes hommes rentrent euh, chez eux. Ils arrêtent un taxi. Le taxi, pim pim, allez, là là là, euh, après le cimetière. Et Georges, il s'est mis devant. Ifuta et Landry se sont mis derrière. Ça roule, ça bavarde dans la voiture et ils avaient fait un top pas loin de leur domicile. Et ils ont demandé arrêt, pas loin du cimetière, surtout en face du cimetière. Alors, le taximan entend derrière, arrête ici. Le taximan regarde. Il voit Landry et Fouta. Ils avaient la poudre blanche sur la figure. Oh, il regarde devant. Georges aussi a la poudre blanche sur la figure. Le taximan crie. Il sort de la voiture. Il, il prend la poudre d'escampette. Les 3 amis se mettent à rigoler. Il n'a même pas garé, hein. Il a laissé le taxi en route là. Donc, ce qui fait qu'ils sont sortis les 3 amis sont sortis de la voiture et ils ont poussé juste la voiture, ils ont garé à côté. Le taximan a tout laissé et la clé et la recette du jour. Il m'a dit 15 000 francs et avec quelques pièces, peut-être 300 ou 400 comme ça. Donc, ils ont rigolé, ils se sont partagés le butin et ils sont partis chez eux. En direction de chez eux, dès qu'ils ont vu 3 filles, il était 2 heures du matin, qui marchaient là. Les 3 filles les voient. Elles courent, elles prennent la poudre d'escampette. Les 3 garçons se regardent. Oh, mais pourquoi les filles? Oh, mais on a encore la poudre. Oh, ils ont rigolé, ils ont levé la poudre. Et voilà, ils sont partis chez eux. Et le samedi suivant, ils ont fait la même chose après la boîte. Ils arrêtent un taxi là, 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 à côté du cimetière. Le taximan accepte. Les 3 garçons montent, ils refont la même chose. Le taximan entend derrière, arrête ici. Le taximan regarde derrière comme ça, il dit, vous blaguez avec moi? Vous croyez que quoi? Vous me connaissez? Attendez. Tout d'un coup, comme ils avaient des ceintures, les ceintures des jeunes hommes ça s'enlève de leur rein et ça commence à les chicoter dans la voiture là. Les 3 jeunes hommes crient, au secours, oh yo, oh yo. Vous êtes des fantômes, non? Vous êtes des fantômes, non? Vous avez vu un fantôme qui pleure? Donnez-moi mon argent. Oh, pardon, 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 pardon.
Donnez-moi mon argent. Vous croyez que vous allez prendre mon taxi? Pardon, pardon. Et ça a alerté tout le quartier. Le quartier est sorti. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est Georges, Landry et Ifuta qui se font bastonner. Il y a un vieux qui s'est approché et qui a demandé pardon au taximan. Et il a donné 2000 francs pour la cause des jeunes garçons, parce qu'il connaissait les jeunes garçons. Le taximan a accepté et tout s'est arrêté. Ils sont repartis chez eux traumatisés. Et ils ont peut-être fait un mois comme ça sans aller en boîte. Et ils ont quand même repris. Ils sont repartis en boîte. Et cette fois-ci, ils ont trouvé la résolution de payer le taximan. Ils ont réservé l'argent du taxi, voilà, pour le retour. Et ils prennent le taxi, là, à droite, pim, pim, pim. Les deux jeunes hommes rentrent dans le taxi et arrivés à côté de leur domicile, ils entendent « Arrête ici !» Et Georges et Landry et Ifuta et le taximan lui-même ont pris peur. Ils regardent, qui a parlé? Non, c'est pas moi. Et ils attendent encore une deuxième fois. Arrête ici. Et le taximan, et Landry, et Georges, tout le monde est sorti de la voiture. Le taximan a tout laissé. Ils sont sortis de la voiture. Non, les trois étaient traumatisés. Et voilà, ils sont allés raconter à leurs parents. Ils ont dû aller chez un féticheur, Georges. Lui, sa grande sœur, elle allait plutôt à l'église. Et les deux autres, ils sont allés voir les féticheurs. Ils ont fait des bains et tout ça là. Et ils ont pris la résolution de ne plus aller en boîte de nuit. Mais les trois jeunes hommes, mon père, il est toujours en vie, il a 78 ans. Landry, il est décédé. Georges, il est décédé quand même assez vieux. Et Georges, il est toujours vivant. Donc voilà cette histoire. Commentez, likez, partagez. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Likez, s'il vous plaît. Bonsoir BMG, j'espère que vous allez bien. Je suis une jeune Gabonaise de 25 ans et j'ai pour habitude d'écouter vos histoires. Je vous suis depuis 2022. Aujourd'hui, c'est ma 3e fois de raconter. Et l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui me concerne totalement. Ok. Je serai peut-être un peu longue, mais bon, excusez-moi. Il y a de cela 5 ans en arrière, je faisais la classe de première, je pense, première. J'ai rencontré un monsieur de la quarantaine révolue, je pense, mais bon, je ne connaissais pas son âge, mais il pouvait être de la quarantaine révolue. Donc, le monsieur me faisait des avances et tout, j'ai jamais accepté, je refusais toujours. Bon, pas que je ne sais même pas. Je ne disais pas oui, je ne disais non plus non. On était juste là, on tournait en rond. Et le monsieur m'offrait beaucoup de présents. Il m'offrait des présents, me donnait son argent. Qui va refuser l'argent? Mais bon, je prenais son argent, toute naïve et tout. Je prenais, je suis passée en terminale. Il insistait toujours à vouloir avoir des rapports intimes avec moi. Mais je lui disais comme quoi, non, je suis encore vierge, je vais d'abord avoir mon bac et tout, je suis pas prête pour ça. Il comprenait, il ne me forçait jamais et tout. Il ne me forçait jamais. Et ça a continué comme ça jusqu'à ce que j'ai eu mon bac. Il continuait toujours à me donner de l'argent, des présents, même sans que je ne lui demande de me donner de l'argent. Et quand il me disait toujours de passer chez lui,
Je sais pas, j'ai ressenti toujours quelque chose de bizarre. Je me sentais toujours bizarre. Le fois même, j'ai annulé les rendez-vous. Je partais pas, j'inventais une histoire banale et tout, il comprenait. Mais après, je me suis dit aussi que, il me donne son argent. Je pars quand même une fois, la première fois. Mais en allant, je me sentais pas bien. Toutes les fois où je suis partie chez lui, je ne me suis jamais sentie bien. J'avais toujours envie de rester à la maison. J'avais toujours des pressentiments bizarres. Mais, comment on dit que la femme n'a peur de rien. Je partais quand même. Je partais, on bavardait. On passait le temps à regarder la télé. Quand il voulait faire des tentatives et tout, je refusais toujours. On regardait la télé, on discutait. Comme c'est un étranger aussi. Donc, on parlait un peu de son pays. Je ne veux pas dire sa nationalité ici, mais on parlait de son pays. On parlait aussi du Gabon. On mélangeait beaucoup de sujets. Et j'ai fait le maximum 2 heures de temps chez lui. Après, je suis retournée. Et bizarrement, le monsieur voulait toujours me voir la nuit. Le monsieur voulait toujours me voir la nuit. Il trouvait à 20h, 19h, 20h. Donc, bon, je partais, mais je suis mentie, je ne me sentais jamais dans mon assiette. J'étais toujours réticente et tout. Quand je pars après bavarder, tout ça là, parce que moi je refusais avoir des rapports intimes avec lui. Après bavarder comme ça, il me dit tu as besoin de combien, ou bien il me donne l'argent, je retourne chez moi. Moi je partais seulement chez lui à cause, parce que c'est qui devait me donner l'argent. Bref. Après, dès que j'ai eu mon bac, je suis venue à la capitale, à Libreville. J'ai coupé les ponts avec le monsieur parce que je me sentais déjà bizarre de prendre son argent sans pourtant me donner en retour. Ça me faisait déjà bizarre. Donc, j'ai préféré couper les ponts avec lui. Mais étant donné qu'en province là-bas, ma mère vit là-bas. Toute ma famille vit là-bas. Je suis à la capitale ici, là, seule. Donc, je repars souvent de temps en temps. Les vacances, je retourne en province voir ma famille. Et quand je retourne en province voir ma famille, je vois toujours le monsieur. Une fois, j'avais appris la résolution que même si je pars là-bas, peu importe ce qu'il va me dire, peu importe ce qu'il va me donner, en fait, je ne veux pas ces choses. J'avais bien pris cette résolution en 2023. En 2023, je suis partie là-bas, j'ai vu ma famille, j'ai passé les vacances et j'étais sérieuse sur ma décision. Je n'acceptais plus ces alliances. Je prenais plus son argent et tout. J'avais coupé les ponts complètement avec le monsieur. J'ai fini mes vacances, je suis montée à la capitale. En 2024, je tombe enceinte, j'accouche. Je remets l'enfant à ma mère, qui, vu que moi j'apprends, je pars à l'école, je remets l'enfant à ma mère en province pour garder mon enfant et tout. Donc là, les vacances 2025 là, je suis allée prendre l'enfant pour venir à la capitale, on a passé les vacances ensemble et je suis allée redonner l'enfant à ma mère vu que je devais commencer l'école. Donc mon histoire commence à partir de là. Ce que j'ai vécu commence à partir de là. Donc, le 28 décembre 2025, je quitte la province pour monter maintenant à la capitale. Mais bien avant ça, monsieur m'a dit, je te remets aussi l'argent des traits, fais-toi, vu que ça est fait, fais-toi tresser, fais-toi un peu belle et tout, pour moi passer les fêtes ensemble. Moi, je disais, monsieur, ok, il n'y a pas de souci, ok, machin, je vais me tresser, je vais faire ce que tu veux et tout, machin. Mais le moment au fond de moi, je savais que c'était pas vrai, c'était faux. Moi, je vais voyager le lendemain. Donc, le monsieur il m'avait remis 42 000, un truc comme ça, 42 000. Je pense bien si j'ai bon mémoire. Donc, on a mis 42 000 le 26 décembre. Donc, le 27, j'ai fait une réservation pour voyager le 28. Non, le 27 à 1h du matin, j'ai pris la voiture pour monter à la capitale. J'ai voyagé. On te dit que c'est là où l'affaire commence. Quand le 27 arrive, le 26 vers minuit, le 27 vers minuit comme ça, je ne me sens plus bien. Depuis 20h là-bas, je ne me sens plus bien. Je me sens bizarre, mes pieds tremblent, mon corps tremble, mon cœur est pompé, j'ai des palpitations. Je regarde mon enfant, je fais des bisous à mon enfant et tout. Je me sens vraiment bizarre de partir. Mon cœur, ça ne va pas, je me sens pas moi-même. Ma mère me demande, c'est comment, tu as quoi et tout. Je dis, je me sens bizarre, j'ai les pieds qui tremblent, j'ai les palpitations, je ne sais pas ce que j'ai.
C'est parce que elle me dit, ah, c'est seulement le stress du voyage. Je dis, non, c'est pas le stress du voyage. C'est pas un nouveau voyage. Je voyage tout le temps. C'est pas le stress. Je sais pas ce qui m'arrive. On te dit que j'ai fait toute la nuit jusqu'à 1h que le bus est venu me chercher. Je n'ai pas pu fermer l'œil. J'étais seulement là, les yeux ouverts. Mon corps tremblait. Je me sentais pas bien. Je sais pas si c'était les signes. Je me sentais pas bien. J'étais vraiment mal en point. Mon esprit n'était pas à l'aise. Pas que j'étais malade, mais mon esprit n'était pas à l'aise. 1h, le bus est venu me prendre dans la maison. Je monte dans le bus. Malgré ça, étant même là pour sortir de la maison, j'avais du mal à sortir de la maison. J'avais tellement du mal. Ensuite, je suis quand même sortie, je suis montée dans le bus. Le bus a commencé à rouler, tout démarrer. Je me sentais toujours mal. Le bus a démarré. Je me suis, comme il faisait 1h du matin, je me suis légèrement assoupie. On te dit que le chauffeur là, oh Seigneur, il a commencé à accélérer. De toute façon, que le type a accéléré, non, je ne comprenais pas. Il a accéléré. On te dit que dans le bus, tous les passagers du bus étaient en train de lui dire, mais mon frère, c'est comment? Ralentis un peu, machin, tu vas trop vite. Peu importe comment tu roules, on va finir par arriver, mais pardon, essaie un peu de diminuer la vitesse, là, c'était trop en fait. Au point où même je dormais, je me suis réveillée parce qu'il y avait trop de secousses. Là, j'étais maintenant là éveillée et tout. 2h du matin, on fait que rouler. Parce que pour quitter la province là où je suis, pour la capitale, c'est au moins 12h de route. Donc, 1h, on roule 2h, on roule 3h, on roule. Après 4 heures comme ça, non, 3 heures un peu beaucoup comme ça là, 3 heures beaucoup, vers les 30 là-bas. Un cœur me dit, vers les 3h30 comme ça là, j'ai une petite voix dans ma tête qui me dit, toi là, prie d'abord. Est-ce que quand tu es monté dans le bus, tu as fait la prière? J'ai dit, ah, c'est bien vrai, je n'ai même pas prié. J'ai commencé à prier de mon cœur. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. J'ai fait des prières. On vous dit, DMG. Dès que j'ai fini de prier, en fait, le chauffeur n'a même pas roulé pendant 10 minutes. Dès que j'arrête de prier, le chauffeur n'a même pas roulé pendant 10 minutes. Accident. Je vois seulement comment le bus est en train de tourner. Le bus tourne. En fait, le bus, on a fait 8 tonneaux. On s'est retrouvé dans un ravin. C'est que s'il n'y avait pas l'arbre qui a bloqué dans le bus là, juste envoyer les images. C'est que s'il n'y avait pas un arbre, non, si l'arbre n'avait pas bloqué le bus, on partait tomber dans une rivière et là c'était la fin pour nous tous. On te dit que rien qu'après que j'ai fait ma prière, accident en même temps, dès que j'ai fait les prières, accident. 8 tonneaux, on s'est retrouvé dans le ravin, le bus est bousillé, tout le monde en panique, les gens crient. Je me rends compte que je n'ai rien, je me rends compte que je n'ai rien, je me rends compte que je vois, je me rends compte que je parle, que après, genre, je sors du bus, je sors par la vitre. Les tessons là sont tombés sur moi, donc je me suis blessée. Un peu partout, vu que les vitres là, les pare-brises, les vitres se sont, en tout cas les pare-brises se sont cassés, donc les vitres là sont tombées sur nous, les cassages sont tombés sur nous, les tessons. Je me suis blessée partout, derrière les oreilles, mon oreille était presque coupée, je vous l'assure, derrière l'oreille, je me suis fracturé le nez, machin. Je suis sortie. Quand je sors comme ça, j'essaie de chercher un peu mon sac. Je cherche mon sac. On vous dit que j'avais encore l'argent. J'avais l'argent du monsieur là dans mes poches. Donc quand j'ai fait l'accident là, j'avais l'argent du monsieur là dans mes poches. Donc je mets la lumière, je vois. En fait, je ne réalise pas encore l'ampleur de l'accident. J'éclaire comme ça. Je vois le bus. On est dans le noir, il est 3h du matin. Je vois le bus tourner, 4 roues en l'air. Je vois les gens qui sont en panique, les femmes qui crient, comment le boy chauffeur et le chauffeur font sortir les autres qui étaient coincés dans le bus. Moi, j'ai pu sortir seule. Ah, Seigneur, je vous dis que quand la nouvelle est arrivée en province là-bas, quand la nouvelle est arrivée en province là-bas,
Forcément, c'est que le type là, il est toujours à l'actualité, il est toujours à la page des informations. Donc, c'est qu'il a entendu qu'il y a un bus qui a fait l'accident. On vous dit que le type là, jusqu'à aujourd'hui c'est le 7 janvier 2010, jusqu'à aujourd'hui, le gars ne m'a plus jamais appelé. C'est comme si le gars savait que le gars savait que je l'avais menti, que j'allais passer les fêtes avec lui. C'est comme s'il savait que je voyageais. En fait, c'est comme si le gars savait tout, quoi. Donc, j'ai fini, j'ai fait l'accident et tout. On nous a emmenés à l'hôpital, j'ai fait les soins, tout ça là et tout. Maintenant, quand j'essaie de raconter ce qui s'est passé, et puis, le jour que j'ai fait l'accident, je crois après, un jour après, un jour après, comme ça là, je fais un rêve là où je suis dans ma chambre, je dors, je vois le monsieur rentrer dans ma chambre, il est tout nu en fait, bien nu à poil, il est tout nu. Il rentre dans ma chambre, il était fâché, dans le rêve, il était vraiment fâché et nu. Il ne me parlait pas, il était juste nu et fâché. Après, il s'est assis sur moi. Moi, je lui disais, oh, c'est comment, tu fais quoi là, machin? Il ne me répondait pas, il avait les yeux rouges. Il était fâché, il était nu. Il était dit que c'est quelqu'un qui est grand, il était là peut-être 2 mètres, regarde la pointure du type, il est grand, de taille costaud. Il est fort de corpulence, donc, au rêve, je vois le gars, je suis allongée, je vois comment le gars rentre dans ma chambre, tout nu, de ces 2 mètres de taille, tout nu. Costaud, il vient s'asseoir sur mon lit. Je lui dis, mais c'est quoi? Je l'appelle par son prénom, je lui donne un nom, Martin. Il dit, mais Martin, c'est comment? Tu fais quoi là? Il ne répond pas, il est fâché, quand les yeux rouges, j'ai eu peur, je me suis réveillée. Quand je me réveille comme ça, j'appelle ma soeur, je dis, ma soeur un peu dans les trucs, genre, ma soeur c'est quelqu'un qui prie beaucoup, machin. J'appelle ma soeur pour lui expliquer un peu, regarde un peu ce qui s'est passé, machin. J'explique depuis le début que voici. Elle me dit, mais est-ce que ça là, il faut aller à l'école pour savoir que c'est le type là, pour savoir que c'est le type là qui t'a fait ça. Parce que tu sais bien que depuis 5 ans, tu manges son argent, tu ne lui donnes rien. Là, c'était comme là, c'était déjà un piège bien organisé. C'est qu'il allait seulement. C'est que si dans l'accident là, tu mourrais, tu allais seulement partir travailler pour lui. Ton esprit allait travailler pour lui. Toute ta vie, tu allais seulement travailler pour le monsieur là. Il allait bien te sacrifier. Et heureusement que tu as écouté la voix qui t'a demandé de prier. Moi, je me dis que si aujourd'hui je suis vivante, parce que quand je pense qu'en fait, de toute façon que je pleurais, quand j'ai eu l'accident là, je pleure parce que j'ai pensé que, Seigneur, je vais laisser mon enfant seul. Mon enfant n'a même pas 2 ans. Elle l'a laissé seul. Seigneur, c'est ça qui me faisait pleurer. J'ai dit, moi, prendre encore les choses de quelqu'un que je n'espère pas sortir avec plus jamais. C'est un conseil, les filles. Si vous savez que vous n'avez pas, le gars vous drague et que vous n'avez pas des projets et que genre vous n'allez jamais accepter le gars, ne prenez pas ces choses. Ne prenez pas. Vraiment, ce qui m'est arrivé là, c'est parce que depuis des années, j'ai continué à prendre les choses du gars. Et voilà ce qui allait m'arriver. J'allais mourir le 28 décembre 2025. J'allais laisser mon enfant seul. J'allais laisser ma famille, mon père, ma mère seul. Je ne sais pas comment ma mère allait faire. Quand je pense à ça, je dis, ce qui m'avait sauvé, c'est la prière. Il y a 2 choses qui m'avaient sauvé. C'est la prière que j'avais faite. Et j'ai une petite intuition qui me dit que c'est aussi mon frère, mon défunt frère qui est décédé, qui m'avait sauvé, qui m'avait épargné. Parce que, je vais vous raconter l'histoire là prochainement, de comment mon frère était mort. Mon frère est mort, ça ne fait même pas encore 1 an, ça fait à peine, je crois, 9 mois qu'il est mort. Un jour, je vais vous raconter comment ça s'est passé, mais j'attends encore un peu, en tout cas, bref. C'était ça mon histoire. La morale de mon histoire, c'est que quand vous savez que vous n'avez pas l'intention de sortir avec quelqu'un, ne prenez pas ces choses. Refusez. De la même façon que vous refusez ses avances, refusez aussi son argent, refusez aussi ses présents, refusez tout. En tout cas, bonne soirée à vous. Likez, partagez et commentez. Bisous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire.
Coucou DMG, coucou la famille, coucou la communauté, partagez, likez, commentez. Je me suis rappelé d'une toute petite histoire où le Seigneur m'avait aidé. Le Seigneur m'a aidé. Le Seigneur m'a aidé. L'histoire n'est pas longue. Toute petite histoire. J'avais raconté l'histoire de ma mère ici, quand quoi on a voulu finir avec sa race. Mais hélas, comme le Seigneur est Seigneur, il est Dieu, il est resté Dieu. Il est resté victorieuse dans ses batailles. Durant toute cette période de menaces et de secousses, j'ai la famille paternelle qui, en complicité avec certaines de mes sœurs, bien sûr, qui décident de m'inviter dans une autre ville, comme quoi il faut que j'aille passer des vacances pour soulager ma mère. Ma mère dit, bah, tiens, mais vous là, vous me persécutez, vous m'insultez, vous me raillez, je ne sais pas trop. Tous les mauvais mots qu'il faut utiliser, mais c'est mon enfant, vous voulez? Elle est restée, dit, bon, attendez, on va voir. Ils ont pris ma mère par des sentiments. Oh non, on va mener chez tel, parce qu'on a donné les noms des gens avec qui elle s'attendait bien. On va mener chez tel, on va mener chez ceci, on va mener chez cela, on va mener chez ceci. Ma mère, elle a dit qu'il n'y a pas de problème. Elle a compris. On a vu qu'elle a refusé. Puis ils ont envoyé quelqu'un avec la... Ma mère dit qu'elle n'a pas l'argent de transport. On a envoyé quelqu'un, il devait donner l'argent de transport. Ma mère dit, mais c'est quoi cette insistance-là? Tu ne me parles pas. Quand c'est passé quelques temps après, un appelle, oh les enfants, les tels veulent te voir, elle veut voir l'enfant. Ah d'accord. Elle a compris, mais elle va venir. Ma mère me dit, ah moi je sais que qui n'aime pas un arbre, il n'aime pas de ses fruits. Il n'y a aucune magie qui peut changer cela, cette phrase. Si quelqu'un ne veut pas te dire que, ah non, qui n'aime pas d'un arbre. Il n'y a pas que, ah je ne mélange pas les enfants là, non. Qui n'aime pas un arbre, n'aime pas ses fruits. Ce qu'ils font, c'est quoi? Ils mettent l'une de mes soeurs consanguines avec qui je m'attendais beaucoup. Ils mettent la fille devant. Elle arrive à la maison. Oh maman, tu sais, comme j'ai ouvert mon restaurant là, c'est un peu difficile avec la clientèle. Je suis seule, c'est pas facile. Est-ce que je vais me donner quoi? Est-ce que Stéphanie peut venir m'aider là? Parce que c'est vraiment fort. Oh maman dit, oh, c'est ça, il n'y a pas de problème. Mais tu peux pas arriver comme ça. Tu sais, après tout, je reste ta mère. Je t'ai toujours élevé. J'ai préparé comme ça. Le coq. Vous connaissez le coq au Cameroun? Qui refuse le coq? Mon Dieu. Qui refuse un coq obstaclé? Personne. La fille s'est assise. On a donné le coq, elle a mangé. Pendant qu'elle mange, elle s'est oubliée. Parce que sa mission était chronométrée. On a dit, va, tu fais au trop 45 minutes. On va t'appeler pour savoir si elle a dit oui. Dieu sait exposer le bandit. Dieu sait exposer ton ennemi. Surtout quand tu as les genoux au sol. Dieu sait exposer l'ennemi. Dans le coq là, la bonne dame s'est oubliée. Le téléphone sonne. Alors qu'il appelle les gens dont ma mère ne voulait pas que j'aille là-bas. Elle a accepté. Sur quoi le téléphone a été mis sur haut-parleur. Ah non, attends, hey, je suis encore là, j'ai en train de manger le coq. Ma mère et moi, on se regarde. Mais qu'est-ce qui vient de se passer là? Qu'est-ce qui vient de se passer là? Mais what? Mais qu'est-ce qui vient de se passer là? On m'a dit que c'est pas clair. On envoie quelqu'un comme ça là, c'est pas clair. Elle a expliqué l'histoire à une dame. Elle ne savait même pas que la dame était comme ça. Elle est partie au travail. Il y a une dame là-bas qui l'aimait beaucoup. Elle expliquait. La dame lui dit, je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Je suis comme ça. Je ne sais pas si les Américains disent ça magne ici. Je ne sais pas. La dame lui dit, c'est Dieu qui a décidé d'exposer cette personne parce que c'était tout un complot que les gens ont fait. Tout un complot. Et je sais pourquoi on l'a fait. Aujourd'hui, je comprends aujourd'hui pourquoi ça se passe comme ça. Aujourd'hui, je vois. C'était un complot. C'était un complot. Parce que ils avaient préparé quelque chose là-bas qu'on devait mettre à ton enfant dans la monture qui devait la rendre zinzin. Tu devais tous les jours pleurer parce que ton enfant est devenu folle. Ta fille devait perdre la tête. Elle devait rester comme ça. Toujours quand tu es en mongol là. C'est ça. C'est ça qu'on a voulu faire. Mais comme Dieu est Dieu, il n'a pas permis. Il a exposé. Parce que tu avais là dit oui. Il a exposé. Il fallait ton accord et aussi ça. On dit que le oui là. Il fallait ton accord, mais il les a exposés. Ah bon, elle a banalisé ce que la dame lui a dit.
Ça, c'est qu'elle part au village. Son père, je vous ai dit, son père l'ancêtre, le couru. Son père lui a dit que, mais attends, ma fille, quelle erreur tu allais faire? Mais pourquoi tu ne me dis pas depuis que ces gens, tu t'es dit que je ne fais plus aucun contact avec ces gens. Ne fais plus aucun contact avec ces gens. Ils ne sont pas bien. Voilà. Maman a dit d'accord. Elle a dit que à partir d'aujourd'hui, aucun contact. Mais juste aujourd'hui, comme je vous parle, ils ont voulu revenir, mais bon. J'ai la crainte de Dieu, je n'ai pas de problème, on le pardonne, mais quand tu connais qui peut te donner le condiment, maman, il faut éviter. L'histoire continue. Voilà maintenant, j'ai un cousin là, lui il était verso, c'est-à-dire tantôt il a chaud, tantôt il a froid, tantôt il est chez nous, tantôt il est de l'autre côté. Mais il était plus chez nous. Quand il repart maintenant là-bas de l'autre côté, il constate comment quelqu'un dit là-bas, puis on peut appeler le cousin comment Sébastien. Sébastien est tombé dans son propre piège. Ajoute, maman, ajoute, il faut encore ajouter, ajoute. Et quand il revient de là, on lui a donné un poisson. Il revient de là, il dit que je suis allé là-bas, j'entends seulement ajoute. Dans la période là où j'avais refusé, peut-être 2 mois après, il est parti là-bas, ajoute. Le gars a commencé à tomber, évanouir comme un malade mental. C'est-à-dire son corps ne donnait plus, il était faible, tout ce qu'il fait ne donnait pas. Il dit, mais c'est quelle histoire? Il maigrissait, ça n'allait pas. Ma mère a dit que peut-être l'histoire, c'est là. C'est comme a dit la dernière fois là-bas qu'on devait donner à mon enfant. Va chez mon père, va au transport parc. Quand il arrive là-bas, on dit que tu es dans loin. Voilà. Apparemment, c'est là mon grand-père lui explique que le condiment qu'on a mis dans ton ajoute là, on te dit ajoute, tu restes, tu t'assois, tu manges quoi? Tu avais trop faim, tu as offert, c'est quoi? Le condiment, c'est ce qu'on voulait donner à ma petite fille. Maintenant, tu es coupé, on n'a même pas dosé. Elle, on devait donner ça pendant tous les congés. Donc, imagine ce qu'elle devait avoir. Toi, tu allais un jour, on a mis à jour. Tu commences à faire comme tu fais là. On allait seulement soigner le gars là dans la forêt. La forêt du grand, je ne peux pas dire d'où je suis. On ne sait pas qui écoute l'histoire, mais dans la forêt, des forêts sacrées, c'est là-bas qu'on allait le soigner. Que la forêt, quand la forêt le soignait, parce que ce sont les esprits qui l'ont soigné, c'est qu'il est revenu nous dire. Il dit qu'il faisait ça, il voyait ça comme un rêve. Les esprits étaient autour de lui, on le soignait. Quand on blessait comme ça pour que le mauvais poison la sorte, c'était noir. Il est venu nous expliquer. Il dit noir, il n'a pas le téléphone plus fumant. Tu pars comme ça, il langue. Il dit que mais le truc est sorti noir de sang. Il dit que merde, j'allais mourir. Il voit son sang, c'est la couleur noire. On le soignait, mais lui voyait ça comme un rêve pour qu'il n'identifie pas ce qui se passe exactement. Ce qui est sacré reste sacré. Vous comprenez un peu? Ce qui est sacré reste sacré. C'est là où ma mère a mis ses genoux au sol. Elle a dit, Seigneur, ta volonté, je ne la laisserai. T'as dit, je te servirai toute ma vie. Parce que ça ne coûtait. Donc il fallait que je prépare. C'est le coq. Vous pouvez imaginer. Le coq. Je ne sais pas. Elle demandait au Cameroun c'est que c'est que le coq. Un coq obstaclé. C'est ça qui vient me sauver. Dieu est Dieu. Je vous dis la vérité. Priez et ayez foi en ce que vous déclarez de votre bouche. N'ayez pas peur. C'est aussi ça. Ayez foi en ce qui sort de votre bouche. La bouche d'Élie. Ayez foi. Ne parlez pas des choses que vous-même, vous n'acceptez pas dans votre pensée. Non. Déclarez des choses que vous êtes convaincu que cela est. Pas que cela va arriver, non, cela est. Petite histoire toujours avec Dieu. Qui ne vient pas dans cette histoire-là. Désolé DMG, c'est un peu long. Mais bon, ça peut aider. Ça peut aider une expérience que ma mère nous a toujours dit. Qu'elle a donné ça à 2 femmes, ça marchait. Je ne sais pas qui ça peut aider. Je préfère dire ça, sinon je vais oublier. Elle n'est pas grande, c'est pas une grande histoire. Elle dit, quand du vivant de mon père, il dérangeait beaucoup un moment. Elle a failli prendre une autre femme. La femme, ma mère, elle me dit, je n'ai pas refusé parce que la polygamie, déjà, elle avait signé le régime polygamie et elle était ouverte à la polygamie parce qu'elle est née dans un foyer où son papa avait 2 femmes quand même. Mais c'est le mépris avec lequel la dame est venue qui l'a un peu saoulée. La dame, parce que ma mère aussi, elle est venue trouver une autre, il y avait là le divorce, bref. La dame, tu vas venir saluer ta co-épouse avec le doigt, tu la méprises, toi, c'est que tu es d'arriver. Elle dit, maman, c'est pas comme ça. Oh. Si je te laisse entrer, c'est que c'est moi qui veux. Elle m'a donné ce secret, je donne ceci aujourd'hui. La prière de 6 heures, à jeun. La prière de 6 heures, mets tes genoux au sol, ma chérie. Mets tes genoux au sol, déclare. Mets tes genoux au sol et affirme avec vigueur ce qui est et ce qui sera. Mets tes genoux au sol. Elle a dit ça à ma tante, ça marchait. La biboine,
comme on dit chez nous, la biboine est partie. Elle n'est plus revenue pour le mariage, pour ma tante. Donc, le mariage était la fille. Ma mère lui a dit, tu vois, la messe de 6 heures qu'on fait chez les catholiques là. Tu t'es là demandé pourquoi certaines personnes partent là-bas. Mets tes genoux au sol. Moi, ça marche. Moi qui vous raconte, ça marche pour moi. Mettez vos genoux au sol. La messe de 6 heures. Je ne sais pas qui ça va aider. C'est pas mon esprit m'a demandé de vous le dire. Mets ton genou au sol. Ton mari dérange. Mets tes genoux au sol. Messe de 6 heures. Ça ne tape pas pour tout. Intention de messe universelle. Déclare. Si je ne suis pas là pour prêcher, mais je ne sais pas qui ça va aider. Merci. On fait comme ça. Bye bye. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez. Si Tom Schnezois a raconté, envoie ton histoire numéro à l'écran. On se prend demain pour une autre vidéo. Ciao.